Quand j'ai eu 18 ans, on m'a dit « ça y est, t'es une adulte ». Comme si d'un coup tout allait changer, ou comme si j'étais enfin libérée de ma condition d'enfant. Et ça m'a mis un peu la pression cette histoire parce que 3 ans se sont écoulés depuis et j'ai pas vu l'ombre d'une transformation. Je fais pas du tout des trucs d'adulte. J'aime pas les choux de Bruxelles, j'ai pas mon permis et je porte des pyjamas. Pas que la nuit. J'ai pas vu de différence à part que maintenant je dois me trimballer avec tout un tas de cartes. Ma carte d'identité, ma carte vitale, de fidélité, de réduction, ma carte de salle de sport, même si celle-là je l'utilise pas beaucoup. Je vis seule, j'ai un travail, je mange des légumes à chaque repas. Presque. Et je sais faire un chèque. Si je racontais tout ça à mon moi de 12 ans, elle me dirait que je suis adulte à 100%, pas de doute. Et surtout, moi, je me sens adulte parce qu'aujourd'hui, dans les repas de famille, on ne me demande plus « Alors, tu veux faire quoi plus tard ?» Mais plutôt « Alors, tu fais quoi maintenant ?» Du coup, c'est sans doute ça, être adulte. C'est avoir plein de cartes, faire des chèques et ne plus se demander ce qu'on va faire plus tard. C'est logique parce que maintenant, on est adulte, donc on a trouvé déjà ce qu'on allait faire pour le reste de notre vie. Mais moi, j'en ai aucune idée. Ça me panique un peu. Je parlais de tout ça avec ma grand-mère et je lui disais que j'avais plein d'angoisses et que globalement, je ne savais pas ce que j'allais faire du reste de ma vie. Et comme à chaque fois que je lui raconte quelque chose qui me chiffonne, elle me dit « faut pas s'en faire ». Cette fois-ci, malgré ça, je m'en fais un peu. Et je lui disais que j'avais besoin de son avis parce que en 3/4 de siècle, elle a forcément déjà eu des situations comme celle-ci. Elle est forcément déjà passée par là. Elle a forcément des conseils à me donner. Je m'attendais à ce qu'elle m'explique que c'est normal, 20 ans, c'est les grands chamboulements, c'est le moment des doutes, des aventures, et qu'on se pose forcément des questions. Et que de toute façon, les questions, c'est la vie, il y en aura tout le temps, et il faut juste apprendre à les accepter. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle, dans sa vie, elle s'était jamais posé de questions, qu'à 20 ans, elle voulait juste être heureuse, et que depuis, elle l'était. Eh ben, d'accord. C'est cool. Donc moi, ça m'a fait me poser des questions, tout ça, vous imaginez bien. Et j'en suis venue au constat que c'était peut-être une question d'époque. Parce que moi, j'ai été éduquée à me poser des questions sur quelle est ma place et quel est l'impact de mes actions, et ça, toute ma vie. Je me revois en primaire, apprendre pourquoi il faut recycler le papier, pourquoi il ne faut pas jeter la nourriture, pourquoi il faut éteindre les ordinateurs quand on ne les utilise pas. Je me revois au collège, apprendre comment fonctionne la société en votant pour les délégués, pourquoi il ne faut pas être raciste ou pourquoi il ne faut pas regarder sous les jupes des filles. Je me revois au lycée, en cours de philo, à tout remettre en question sur l'existence et à me questionner sur l'impact des textes et le sens des mots. Et cette recherche du pourquoi, même si elle m'a parfois donné mal à la tête, c'est aussi un des plus grands apprentissages de ma vie. Et à travers cette quête, je me suis aussi rendu compte à quel point cette question « pourquoi ?», elle n'était pas aimée du tout. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a déjà répondu « parce que » quand vous demandiez « pourquoi ?» Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Parce qu'on sait que la réponse va être bien trop complexe, bien trop incertaine, bien trop déprimante. À un enfant qui demande « pourquoi est-ce que je dois jeter le papier dans la poubelle jaune ?», ça serait drôlement violent de lui expliquer que c'est parce qu'il faut recycler, pour éviter de gâcher des arbres, parce que ce sont eux qui fabriquent l'oxygène, et que s'il n'y a plus d'oxygène, tout le monde meurt. Et encore, ce serait une version drôlement simplifiée de l'histoire. Alors à la question « pourquoi est-ce que je dois jeter mon papier dans la poubelle jaune ?», on répond « parce que c'est comme ça ». Et parfois aussi, on ne sait pas pourquoi, et on n'a pas vraiment envie de savoir, parce que ça nous arrange bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a très facilement accès aux réponses, et c'est plus difficile de fermer les yeux. Par exemple, on commence à bien connaître les dérives de l'industrie du textile. On sait que c'est extrêmement polluant et que, humainement parlant, c'est pas fou. On a entendu parler de tous les scandales, mais on n'a pas trop cliqué pour pas se sentir trop concerné. Sauf que concrètement, aujourd'hui, si je me questionne pas sur l'origine de mes vêtements, si je me demande pas si ce pull a été fabriqué de manière éthique, je sais pertinemment que je suis potentiellement en train d'exploiter des enfants en Chine. Et j'ai pas envie de faire ça. Et je pense que ça serait un luxe un peu irresponsable de ma part de ne pas me questionner sur le monde qui m'entoure. Et en faisant ce constat, je me suis rendu compte de pourquoi je ne me sentais pas adulte
même si sur le papier j'y ressemble. Parce que de ce qu'on m'a fait croire jusque-là, un adulte, c'est quelqu'un qui a fini de se poser des questions. D'un coup, je saurais où se cachent mes chaussettes seules, qui je suis et quel est mon but dans la vie. Parce qu'un adulte, c'est quelqu'un qui est serein avec l'existence et qui n'a pas une crise existentielle tous les matins en buvant son thé. On n'y est pas, hein ? Oui. Et depuis, j'ai eu l'occasion de parler de tout ça avec des personnes plus âgées autour de moi, qui ont quelques années ou quelques dizaines d'années de plus. Et quand je leur ai dit que j'étais pas sereine par rapport au futur, parce que je savais pas ce que j'allais faire dans 5 ou 10 ans, et que je savais même pas ce que je faisais maintenant, en fait, ils m'ont répondu, avoué, presque confessé, que eux non plus. Alors d'accord, mais pourquoi on m'a fait croire que moi je devais avoir la réponse à cette question du coup ? Pourquoi on m'a pas dit qu'on pouvait ne pas savoir ? Et pourquoi on n'arrêterait pas de faire genre qu'on sait, du coup, par la même occasion ? Puisqu'on ne sait pas. Peut-être que chaque année à l'école, on pourrait arrêter de demander « Alors, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras plus grande ?» Moi, je ne sais même pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que la plus grande, on pourrait la laisser tranquille. Peut-être qu'on pourrait arrêter de demander « Quel métier tu veux faire plus tard ?» Pas quel métier au pluriel, mais quel métier au singulier. Qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ta vie ? Et vous, par exemple, par curiosité dans la salle, qui a fini par faire le boulot dont il rêvait quand il était en primaire ou au collège ? Il y en a pas mal, hein ? Il y en a qui réalisent leurs rêves ici, c'est cool. Et qui sait quel métier il fera dans 10 ans ? Là, il n'y a personne. Moi, quand j'étais en primaire, je voulais être astronaute. J'ai fini youtubeuse. Alors que ça n'existait même pas à l'époque. Peut-être que les métiers qu'on fera dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Et peut-être que du coup, on pourrait arrêter de s'enquiquiner avec ça. Parce que si être adulte, c'est connaître ce qu'on va faire dans 10 ans, dans ce cas, je pense que je ne serai jamais adulte. Et pourtant, c'était bien parti. À la base, c'était tout tracé. J'étais une des premières de la classe toute ma scolarité. J'ai eu mon brevet des collèges, mention très bien. J'en suis assez fière. C'est quelque chose que j'avais envie de dire. Ensuite, j'ai eu mon bac, avec mention aussi. Et à la fin du lycée, j'étais passionnée d'art. Moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'était créer. Sauf que les rumeurs disaient que c'était pas une voie qui avait beaucoup de débouchés et que la vie d'artiste, bien trop de risques. Du coup, j'ai choisi la voie de la sécurité et je me suis inscrite en fac de communication. Voilà, là, c'est prometteur. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et la ligne de ma vie, que jusque-là, je m'efforçais de garder bien droite, a pris un virage en épingle quand j'ai décidé de quitter ma campagne pour partir faire des études d'art à Paris. Là, tout allait bien, j'avais des études, j'avais un cadre et j'avais la sécurité d'un diplôme, qui peut-être n'aurait jamais de débouché, mais un diplôme quand même. Sauf que, encore une fois, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai essayé, ça n'a pas marché, c'était pas ma place. Et pendant tout ce temps-là, sur le côté, j'avais une passion que je refusais un peu d'écouter, mais qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et cette passion, c'était de faire des vidéos sur YouTube. Ça paraît un peu anodin comme ça, mais à l'époque, ça me permettait déjà de gagner assez d'argent pour vivre à Paris sans l'aide de mes parents. Et surtout, c'était, et c'est encore aujourd'hui, quelque chose qui m'anime et qui me donne envie de me dépasser. J'ai jamais osé me lancer à plein temps dans cette passion parce qu'on m'a toujours dit que j'arriverais pas à travailler sans cadre et que j'arriverais pas à trouver de travail sans diplôme. Sauf que là, je me retrouvais devant 2 choix. Le premier, c'était de chercher encore des nouvelles études qui, je sais, ne me plairaient pas, ou de me lancer dans le vide, dans ce truc que quand même, je sentais bien. Alors j'ai écouté cette petite voix, j'ai quitté mes études supérieures pour faire de ma vie quelque chose que j'aime. Peut-être pour la première fois. C'était pas mal de risques, financiers d'abord. J'avais aussi peur de perdre du temps, de perdre des années, comme on dit. Mais j'avais surtout peur de m'exposer au jugement et au regard des autres, et au jugement et aux doutes que je pouvais avoir envers moi-même. Et aujourd'hui, malgré quelques galères sur le chemin, j'ai jamais été aussi épanouie dans mon quotidien. Parce que se lever le matin pour faire quelque chose qu'on aime, ça change tout. Vraiment tout. Si je vous raconte toute cette histoire, c'est parce que tout ça, je le dois en grande partie à la question « pourquoi ?» Parce qu'en plus d'apprendre à questionner le monde autour de moi, j'ai aussi et surtout appris à me demander pourquoi à moi-même.
Pourquoi est-ce que je continue des études qui ne me plaisent pas? Pourquoi est-ce que j'ai peur de me lancer? Pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise dans ma propre vie? Et comme on l'a dit au début de ce talk, les réponses à la question pourquoi elles sont souvent dérangeantes, parce qu'elles s'approchent souvent de la vérité. Et la vérité, c'est un peu dur à entendre. Alors on essaie de faire disparaître tout ça, le déni devient notre meilleur ami, et toutes ces émotions, toutes ces questions, toutes ces réponses, on les oublie. Parce que quelqu'un qui doute, quelqu'un qui tente plein de choses, quelqu'un qui se plante, c'est mal vu. Pourquoi c'est mal vu? C'est bizarre. On ne peut pas connaître avant d'avoir essayé. Et on ne peut pas apprendre sans se planter. Par exemple, est-ce que vous saviez que pour apprendre à marcher, un bébé va tomber environ 2000 fois? 2000 échecs, c'est beaucoup. Et pourtant, la grande majorité d'entre vous se relèvent et y arrivent. On a tous déjà une centaine ou des milliers d'échecs au compteur. Un de plus, un de moins, ça ne fait pas une grande différence. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que en essayant d'éliminer les chutes et en essayant de ne pas chuter, on se prive de savoir marcher un jour. Et c'est pareil pour les émotions. Quand j'essaye de me couper des émotions dites négatives, je me prive de tout ce que je pourrais ressentir de positif grâce à elles. Moi, jusque-là, je n'avais jamais considéré que le doute, la tristesse, la colère ou n'importe quelle autre émotion, ça pouvait être normal. Parce qu'on m'a toujours dit que ce n'était pas le cas. Alors que c'est ce que tous les humains ont de commun. Et je me suis demandé si c'était si désagréable à vivre, à quoi ça pouvait servir tout ça? J'ai un début de réponse à cette question. C'est que, pour moi, les émotions négatives, c'est comme un espèce de petit guide qui nous emmène vers ce qui nous correspond pour de vrai. En écoutant nos frustrations nous dire ce qui ne nous plaît pas, on se ferait un chemin vers ce qui nous plaît, vers notre vrai nous. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je rêvais de faire du cinéma. J'ai étudié le cinéma pendant 2 ans quand j'étais au lycée, avant de me rendre compte, encore une fois, que ça ne me plaisait pas du tout. C'était même la matière qui me plaisait le moins. Peut-être qu'il y avait les maths aussi, remarque. Et c'était bizarre pour moi de découvrir ça parce que ça faisait 10 ans que je racontais à qui voulait l'entendre que mon plus grand rêve, c'était de faire du cinéma. C'était comme si je m'étais trompée de rêve tout ce temps. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi ça ne me plaisait pas, j'ai essayé de décortiquer tout ça, et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans le cinéma, c'était juste la base du cinéma en fait, la vidéo. J'avais envie de raconter mes histoires et de les filmer, mais ma frustration, elle me disait que j'aimais pas le travail en équipe, que j'avais pas envie de suivre un protocole ou de chercher des budgets. Alors j'ai cherché un moyen de faire des vidéos toute seule, que j'ai commencé à publier sur YouTube, comme un peu mon petit cinéma à moi. Et en écoutant cette frustration, j'ai trouvé exactement ce que j'avais envie de faire. Et je pense qu'il n'y a qu'en partant du négatif, et en se demandant pourquoi ça ne va pas, que le positif peut naître. Je trouve que c'est une réflexion particulièrement adaptée à la période qu'on vit en ce moment. Le monde se fondre, c'est relou, tout ça, je ne vous le refais pas. Mais c'est difficile de grandir en ce moment parce que tout ce qu'on pensait acquis et tout ce qu'on nous a toujours promis est remis en question. Et pourtant, j'ai jamais rencontré autant de personnes qui avaient envie de bouger les choses et de rendre leur monde un peu meilleur. Et ça me donne vachement d'espoir pour le futur parce que tous les jours, je rencontre et j'entends parler de personnes inspirantes, bienveillantes, courageuses, ouvertes, empathiques. Des personnes qui sont prêtes à écouter ce pourquoi et à tout remettre en question pour reconstruire sur des bases plus belles, plus justes, plus adaptées. Alors je me dis que peut-être qu'au lieu de chercher à devenir adulte, ou du moins ce qu'on imagine de ce que c'est qu'être un adulte aujourd'hui, sage, rangé et en sécurité, on pourrait faire autre chose. Parce qu'en fait, c'est juste un terme qu'on pose sur des gens qui remplissent des critères qu'on ne connaît pas vraiment en fait. C'est quoi pour vous être un adulte ? Je pense que j'aurai autant de définitions qu'il y a de personnes dans cette salle. J'ai tapé définition adulte sur Google et la première recherche qui est sortie, c'est un être arrivé au terme de sa croissance. Ça veut dire quoi le terme d'une croissance quand on parle d'un être humain ? On grandit tout le temps, on apprend tout le temps, on découvre tout le temps. On n'est jamais un produit fini et j'espère qu'on ne le sera jamais. Donc peut-être qu'on pourrait arrêter de chercher à arriver au terme de notre croissance, pour commencer, parce que ça ne veut rien dire, et peut-être qu'on pourrait chercher tous ensemble une nouvelle définition de ce que ça peut être adulte. Je commence du coup. Pour moi, un adulte, c'est un être humain
ouvert à de nouvelles choses, qui est prêt à sauter dans l'inconnu, qui est capable de s'écouter lui-même en faisant abstraction de la volonté des autres, qui explore ses envies et ses besoins. Ça pourrait être plein d'autres choses, mais en résumé, pour moi, être adulte, c'est un être humain qui est lui-même. Alors, aux prochaines personnes qui me demanderont « Tu fais quoi maintenant ?» je leur répondrai que je deviens moi-même. Et vous, ça serait quoi la réponse à cette question ?